Après 5 saisons et 100 Grands Prix avec le même modèle, As est arrivé à la fin d'un cycle. Après des débuts plutôt prometteurs, quelques bonnes places et une progression mise en lumière par la 5e place du général en 2018, l'écurie n'y arrive plus. Sur la piste, c'est un désastre, l'équipe ne comprend plus sa monoplace et n'arrive pas à régler ses problèmes structurels. Nombreux furent les soucis de frein ou de suspension qui l'ont ridiculement pénalisé ces dernières années, au point de la faire rétrograder dangereusement jusqu'à la 9e place avec 3 petits points. En 2020, c'est 31 fois moins qu'il y a 2 ans. Et puis financièrement, l'écurie est au bord de la mort. Si de l'argent ne rentre pas rapidement, le projet devra mettre la clé sous la porte. Face à ces douloureux constats, As a dû faire des changements. Exit le duo Grosjean-Magnussen qui tenait l'écurie depuis 4 ans, et bonjour Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Pourquoi est-ce que c'est un duo qui va permettre de remonter l'écurie? Qu'est-ce qu'on en pense? Aujourd'hui, on analyse les récents changements de l'écurie américaine qui joue clairement son va-tout. Le premier problème de As aujourd'hui, c'est l'argent. Sur la piste, il y a plein d'ennuis, mais niveau financier, ça devient vraiment trop compliqué, tout menace de s'effondrer. La toute première chose à faire, c'est donc de trouver de l'argent, et pour ça, il n'y a pas 3000 solutions, il faut trouver un mec qui est capable de mettre gros sur la table, et c'est là qu'arrivent Nikita et Dmitri Mazepin. Dmitri, le père, homme d'affaires russe, avait déjà tenté de racheter Force India il y a 3 ans, mais s'était fait doubler par Lawrence Stroll, avec qui il est toujours en procès d'ailleurs. Sur le dossier As, il était quasiment le seul à pouvoir faire quelque chose. Avec son portefeuille monstrueux, il va sauver l'écurie de la faillite. Aujourd'hui, soyons clairs, sans Mazepin, il n'y a plus de As. On peut trouver ça dégueulasse, ce qu'on veut, mais il y a une réalité. Si elle veut survivre, l'écurie doit prendre l'argent de Dmitri Mazepin. Et ça crée un premier problème car l'argent et les pilotes payants sont très mal vus par les fans en Formule 1. Du coup, forcément, un tel choix n'aide pas à fédérer l'avis général autour d'une écurie qui a déjà quelques frasques collées à sa peau. Et c'est encore pire quand le dit pilote payant s'appelle Nikita Mazepin. Passons rapidement sur le fait qu'il n'est pas la cote, la hype. Russe, froid, riche, pas expressif, jamais intéressant ou marrant en interview, on est sur le cauchemar de toute cellule de communication. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, si telle est sa personnalité, on s'en fiche. Non, le problème avec Mazepin, ce sont ses frasques. Je vais pas tous vous les mettre, je vous mets un lien en description qui les réunit. Je vous cite la plus connue, la fois où en Formule 3 européenne, il a frappé Callum Ilott à la suite d'une mésentente. A noter qu'il ne s'est jamais excusé. Ça vous place le niveau du bonhomme. Sur la piste, ce côté rugueux se fait également ressentir. Tous ceux ayant regardé les courses de Sakir peuvent en témoigner. Ses défenses sont souvent hors des limites et symbolisent bien le personnage. Elles collent totalement avec le total monstrueux de points de pénalité qu'il a déjà accumulé en carrière. Et puis, bien évidemment, il y a cette story Instagram postée il y a quelques mois où on le voit toucher une jeune femme qui par la suite a fait comprendre qu'elle n'était pas consentante avec des messages tels que, je cite, « Ne buvez pas avec des merdes » ou encore « Ne laissez personne vous toucher ». L'affaire a bien évidemment fait scandale, on a vu le hashtag Mazepin out, des pétitions, les fans de Formule 1 réclament son licenciement. En réponse, As s'est contenté de messages flous indiquant que l'affaire serait réglée en interne, aucune mesure n'a été prise par la FIA non plus. On va pas se mentir, il l'a échappé belle et s'il reste, c'est uniquement car sans lui, As disparaît. On peut largement regretter qu'une entreprise décide de s'asseoir sur ses principes pour de l'argent, mais l'argent est roi en Formule 1, on le sait tous. Je pense tout de même que cette affaire n'est pas finie, comme l'a dit Steiner, comme on le voit bien, ça va le poursuivre toute sa carrière, il sera détesté, hué, certains vont réclamer sa démission, on a même vu le sponsor Jack & Jones, qui partait en même temps que Magnussen, en profiter pour mettre un petit message, un petit tacle sur Mazepin, c'est le genre de choses que je m'attends à voir se multiplier avec Mazepin chez As. La question c'est jusqu'où As pourra-t-il tenir, jusqu'à quel moment ils devront se contenter de prendre l'argent en acceptant de se taire. Voilà, pour le moment on n'a pas la réponse, mais Mazepin n'a déjà plus le droit à l'erreur. Et si vous voulez mon avis, oui, personnellement, j'aurais préféré qu'il soit viré, surtout connaissant le personnage, c'est le genre d'image que je préférerais voir fortement réprimé. Le garder envoie un message qui est vraiment pas terrible, ça fait vraiment mal à l'image de la Formule 1 et de As. Mais bon, maintenant il reste, on sait pourquoi, va falloir faire avec.
Bon, et sportivement, qu'est-ce qui vaut ce Nikita Mazepin? Si sa carrière commence avec un titre de vice-champion du monde de karting derrière Lando Norris en 2014, il a ensuite beaucoup galéré. Très mauvais en Formule Renault 2.0, très mauvais en Toyota Series et très mauvais lors de sa première saison de F3 Europe, seulement 4 entrées dans les points en 30 courses. Stroll, Hubert, son coéquipier Russell, Aylot, Barnicot, Kari, Zhou ou encore Sete Camara l'ont tous mis à l'amende. Mais c'est à ce moment-là, avec ce CV à 17 ans, qu'il devient pilote d'essai en Formule 1 chez Force India. Forcément, ça sent l'argent et ça ne l'aide pas à se construire une belle image. Sa deuxième saison de F3 Europe sera meilleure, il finit 10e avec 2 podiums. Ça reste très loin de Norris, Günther, Aylot, Hughes ou même Daruvala, mais c'est au niveau de Zhou et c'est même devant un certain Mick Schumacher qui faisait là une saison de découverte. Pendant que Mick restera une deuxième saison et deviendra champion, Nikita prend la direction du GP3 en 2018. Chez Hart, il sera excellent, gagnera 4 courses et se classera deuxième du général, derrière Hubert mais devant des pilotes comme Aylot. Problème, après 2 bonnes saisons qui ont plutôt redoré son blason, il va retomber dans ses travers. D'abord, son père tente de racheter Force India, ce qui le refait tomber dans la catégorie des pilotes payants, et ensuite, sa première saison de Formule 2 va être une catastrophe absolue. Pendant que son coéquipier Nick De Vries finit champion avec 266 points, Nikita n'en marque que 11 et termine 18e. Manque d'expérience, un poil de malchance, un plateau resserré, cette contre-performance peut, dans une certaine mesure, s'expliquer, mais elle reste trop grosse et lui collera à la peau longtemps. Après une 3e place en F3 asiatique, son père met la blinde pour qu'il court en F2 chez Hightech. Malheureusement, en 2020 ça commence mal, aucun point marqué sur les 3 premières courses. Et puis, alors qu'on s'attend à une nouvelle saison dans les bas-fonds du classement, il va surprendre tout le monde à partir de la Hongrie. 2e de la course 1 et 5e de la course 2. Il confirme sur les 4 courses de Silverstone, 1er, 5e, 4e et 8e. Il connaît un petit trou en Espagne, mais il revient à Spa où il fait 2e en course longue. Mieux, il va gagner en Toscane et faire un superbe week-end de russe, 7e puis 2e. Enfin, à la faveur d'une bonne fin de saison, il finira 5e du général. Et donc, on est bien obligé de l'admettre, il a fait une super saison de Formule 2, il est parmi les tout meilleurs pilotes, il a regardé dans les yeux les Lundgaard, les Zhou, les Schwarzman, et à vrai dire, seuls Schumacher, Aylot et Tsunoda ont réellement fait une meilleure saison que lui. Avec ses 6 podiums et ses 2 victoires, il a parlé sur la piste, il a montré que certes, son père a de l'argent, mais que s'il n'avait pas de talent, rien ne serait possible. La question du mérite est toujours très dure à trancher en Formule 1, surtout quand l'argent rentre en ligne de compte. Mais à mon sens, ce n'est pas une honte de voir Mazepin arriver en Formule 1 sur le plan sportif. Je ne vous dis pas qu'il va devenir champion, ni même que c'est le crack de l'année, mais je dis qu'avec son seul CV, Nikita peut décemment postuler à un volant en Formule 1, il n'y a pas de honte. Alors oui, perso, c'est pas lui que je choisirais. Il y a des points noirs et ses résultats ne sont pas non plus à tomber par terre, mais ça reste acceptable. C'est pas comme si le 28e de Formule 3 sautait directement en Formule 1. On parle d'un mec qui a plusieurs années d'expérience, qui a fait 2e de GP3 et qui reste sur une très bonne saison de Formule 2. On a vu des pilotes bien plus mauvais que ça arriver en Formule 1 au cours de l'histoire, et même récemment, prenons Giovinazzi et Latifi. Est-ce qu'ils avaient un meilleur CV que Mazepin au moment d'entrer en Formule 1? Je ne suis pas sûr. On pourrait aussi comparer avec Tsunoda, le japonais est peut-être plus impressionnant et paraît peut-être plus talentueux, mais au niveau des résultats, Nikita n'a rien à lui envier, et si on dit que le japonais mérite d'arriver en Formule 1, on est un peu obligé de dire la même chose du russe. Bon, que Mazepin ne soit pas le plus légitime pour arriver en Formule 1, je veux bien l'entendre, il y a des jeunes plus talentueux que lui, ok. Que ce soit l'argent qu'il fasse rentrer en Formule 1, ok, mais à un moment donné, il faut considérer son CV et il faut prendre la réalité de la Formule 1 et il faut bien admettre que non, il n'y a pas de honte sportivement à ce que Mazepin accède à la Formule 1. Tout le monde déteste son style, tout le monde veut qu'il s'en aille, tout le monde est d'accord pour haïr les pilotes payants et tout le monde considère que son talent est diablement limité. L'écurie est sûrement consciente de tout ça, mais n'attend que le premier virement de papa pour pouvoir continuer à exister. Ils doivent espérer que le gamin se calme et finisse par parler sur la piste. L'idée c'est de faire profil bas et de montrer le plus vite possible que l'argent a servi à quelque chose.
Mais chez Haas, il y a également un deuxième pilote qui a presque tout de différent. Mick Schumacher, c'est également un titre de vice-champion du monde de karting, mais surtout de meilleur fait d'armes ensuite. Une saison 2015 d'adaptation où il fait 10e de F4 allemande et de MRF Challenge. Une saison 2016 d'éclosion avec une deuxième place en F4 allemande, une deuxième place en F4 italienne et une troisième au MRF Challenge. C'est quand même très fort sur une seule année. Par la suite, il passe en Formule 3 européenne et il va répéter ce schéma adaptation-éclosion. 12e avec un seul podium en 2017, puis largement champion en 2018 avec notamment une fin de saison extraordinaire. Très logiquement, il passe en Formule 2 et il se produit alors encore le même phénomène. Timide, c'est le moins que l'on puisse dire en 2019 où on se souvient seulement de sa victoire en Hongrie, exceptionnel en 2020 où il fut sûrement le meilleur pilote de la grille. Champion, il aura réalisé une super saison où il aura éteint un à un les doutes qui pesaient sur lui. On peut tous s'accorder sur le fait que ce parcours est vraiment très bon, rien que le combo champion de F3 et champion de F2 devrait suffire, et du coup, je vais te dire, pour moi, Mick Schumacher a largement les qualités et le CV pour rentrer en Formule 1. C'est pas au niveau d'un Leclerc ou d'un Russell, mais c'est mieux que les Giovinazzi, les Albon ou même peut-être même Tsunoda. Je ne dis pas que Mick Schumacher est le crack de la décennie, mais je dis que vu ses résultats et ce qu'il a montré sur la piste, il mérite de conduire une Formule 1, c'est incontestable. Si vous dites l'inverse, c'est soit que vous n'êtes pas honnête, soit que vous ne l'aimez pas, soit que personne ne mérite de conduire une Formule 1 parmi les petits jeunes actuels. Au-delà du niveau intrinsèque, ce qui me fait encore plus valider sa montée, c'est que c'est l'aboutissement de tout un processus. Pilote Ferrari de longue date, il conduit des Prema, il teste un Maranello, il gagne la F3, il gagne la F2 et voilà qu'à 21 ans, il remplit tous les critères, il est prêt. À mon sens, c'est juste une pure évidence de faire monter un jeune quand tu réunis tous ces critères-là, Schumacher ou pas Schumacher. On a vu Red Bull faire monter des jeunes avec des processus bien moins aboutis, regardez Brandon Hartley ou même Alexander Albon. En plus, cette année, Mick a prouvé qu'il était capable de gérer la pression et de passer le dernier palier qui le séparait de la Formule 1. Il s'est affirmé comme le meilleur jeune de la Ferrari Driver Academy. Les critiques sur son temps d'adaptation, sur son faible nombre de victoires ou sur son pistonnage ont toutes été éteintes cette année. Malgré tout ce qu'on vient de prouver, certains diront toujours qu'il accède à la Formule 1 grâce à son nom. Ok, le côté marketing est immense et ok, Ferrari en a peut-être fait sa priorité de par son nom et son histoire, mais s'il n'était pas bon, il ne serait pas monté en Formule 1, ni même en Formule 2 ou en Formule 3, tout simplement. Malgré les sponsors familiaux et l'aide de Ferrari, Mick s'est fait tout seul. Il a toujours voulu se détacher de l'image de son père, comme lorsqu'il courait sous un autre nom en karting. Je dirais même qu'il a dû prouver 2 fois plus que les autres et qu'il a rencontré beaucoup plus de critiques et de sales accusations. Au fil du temps, il a su aller chercher les résultats pour toujours gravir les échelons. Sans son talent et son travail, rien n'aurait été possible. Mettez-moi dans les mêmes conditions avec les mêmes sponsors, les mêmes voitures, etc. et je reste bloqué en karting. C'est triste, mais c'est vrai. Bref, je ne supporte pas qu'on lui fasse ce procès. Je sais que c'est inévitable et qu'une partie de la presse ne va parler que de son nom. Mais stop, Norris vient d'une famille richissime et on lui parle jamais d'argent. Leclerc a eu droit au même soutien, si ce n'est plus, de la part de Ferrari et on ne parle que de son talent. Donc bref, faisons la même chose pour Mick Schumacher. Bien, maintenant le plus dur commence. En F1, rien n'est garanti, c'est la sélection naturelle. On ne peut jamais déterminer si un bon pilote en catégorie de jeunes va devenir un bon pilote de Formule 1. En tout cas, j'ai plutôt confiance en lui. Je sais qu'il s'est résisté à la pression depuis son tout jeune âge, donc il n'aura pas peur du monde de la Formule 1. Je pense qu'il va lui falloir un temps d'adaptation et ensuite on verra à quel point il peut éclore et quel est son plafond. Pour le moment, c'est la grande inconnue. Mais je suis assez excité car ça y est, mine de rien, on a Mick Schumacher en Formule 1. Que va-t-il faire? Quel destin va-t-il accomplir? Est-ce qu'il est là pour 2, 5, 10 ans? C'est quand même un truc de fou. Et mine de rien, il y a de gros enjeux car se joue déjà la place chez Ferrari en 2023 aux côtés de Leclerc. Schumacher est d'ores et déjà en compétition avec Sainz et peut-être Schwartzman ou Ilott s'il monte. Donc bref, l'idéal pour lui serait 2021 adaptation, 2022 éclosion, 2023 passage chez Ferrari. On rêve peut-être, mais croyez-moi que Schumacher, il y pense et qu'il va bosser pour ça.
Après 5 saisons sur le même modèle, Haas s'apprête donc à changer de méthode, non sans faire face aux critiques et au scepticisme. Comme je l'ai dit, la première chose à faire c'était l'argent. Sans rentrée rapide et massive de capitaux, l'écurie disparaissait. Alors forcément, c'est pas beau, ça fait pas propre, on n'aime pas trop parler d'argent en Formule 1, etc. Mais c'est comme ça, et vu que Pérez a sûrement dit non à Haas, le seul qui pouvait apporter la survie de l'écurie, c'était Mazepin. Le Russe fait et fera toujours polémique de par son statut de pilote semi-payant et surtout à cause de ses frasques. Mais il permet la survie de l'écurie et lui apporte des moyens pour un nouveau projet. Schumacher aussi apporte de l'argent grâce à Ferrari qui paie sa place. De par son nom, son style et sa belle image, il va rapporter des fans et potentiellement donner un nouveau style à l'écurie. Ça aide quand on démarre une nouvelle page. C'est donc un tout nouveau duo, un tout nouveau projet et une toute nouvelle image que se construit Haas. En prenant des jeunes et leurs moyens financiers, l'écurie veut se donner plus de moyens pour s'adapter à la Formule 1 moderne. Aujourd'hui, le groupe américain apparaît clairement plus amateur que ses concurrents. Il faut donc des moyens pour plus développer, mieux développer et le faire plus vite. Bien sûr, ce pari comporte des risques. Parier sur des pilotes inexpérimentés leur coûtera sûrement à court terme. Plus d'erreurs, un moins bon retour technique, une approche plus délicate, c'est sûr qu'il va falloir du temps. Mais à court ou long terme, grâce aux moyens financiers, Haas peut se retrouver avec une écurie mieux structurée, mieux construite, de meilleures méthodes, un meilleur management et peut-être avec un ou deux gros talents dans ses rangs. Une des pires écuries du plateau a rempli ses caisses, a changé de méthode et possède 2 des 5 meilleurs jeunes de la dernière saison de Formule 2. C'est pas mal. Avec Grosjean et Magnussen, ils étaient coincés dans le même système. Ils n'avaient aucune vision moyen-long terme et ils étaient à 2 doigts de la mort. Ça valait le coup d'essayer, d'autant plus qu'ils n'ont rien à perdre. En 2020, ils n'ont marqué que 3 points. En plus, on peut imaginer que Dmitri Mazepin n'est pas là uniquement pour placer son fils, mais aura peut-être envie de suivre l'exemple de Lawrence Stroll. Du coup, peut-être que Haas va encore évoluer vers de belles choses dans les prochaines années. Face à sa situation catastrophique et aux maigres options qui s'offraient à elle, Haas ne s'en sort donc pas si mal. Schumacher et Mazepin vont apporter des sous, ils vont relancer l'écurie, ils sont neufs, ils sont jeunes, c'est du sang frais, c'est ce qu'il faut pour ouvrir une nouvelle page. Les garanties de réussite n'existent pas, mais la valeur du risque-prix est proche de 0, Haas n'a rien à perdre et potentiellement tout à gagner. En résumé, je dirais donc que j'aime beaucoup le pari que prend Haas sur la jeunesse. Bien sûr, Mazepin me dérange, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre de plus méritant et de moins gênant, mais je préfère le voir comme un portefeuille, un moyen pour Haas de se sauver, puis de se développer. Voyez-le comme ça aide. Les bases d'un rapprochement avec Ferrari sont pour moi la première pierre d'un projet qui sera plus long terme, on verra comment ça se développe, j'ai hâte de voir. De toute façon, on ne pourra commencer à évaluer les retombées qu'en 2022 car en 2021, Haas a déjà annoncé qu'elle ne développerait pas la voiture. L'année prochaine servira donc uniquement à donner de l'expérience aux petits jeunes, à poser les bases et ensuite on verra en 2022 où là par contre, faudra vraiment pas rater le virage. Bien, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. On commence avec Mazepin. L'auriez-vous gardé? Que pensez-vous de lui? Pensez-vous qu'il mérite sa place sportivement? Pareil pour Schumacher, que pensez-vous de lui sportivement? J'ai hâte de vous entendre sur ce sujet Haas. Comme je l'ai dit en conclusion, les premiers résultats mettront du temps à arriver et c'est pas sûr qu'on en voit, mais c'était ça ou la mort, alors je préfère ça. En plus, j'aime bien quelques petits mouvements, notamment le fait d'avoir pris Schumacher, c'est plutôt intelligent niveau sportif et image. Bien, sur ce, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je vous laisse ici, on se retrouve dimanche pour la vidéo sur Romain Grosjean. D'ici là, portez-vous bien. Et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, essaye d'avoir un petit peu de classe. Ça aide.